elle ne saurait être qu'une politique de la différence, puisqu'au fond, nous ne partageons pas un monde commun. Et donc, pour résumer tout ceci, le cœur de cette difficulté, je dirais qu'elle s'origine dans le fait que, dans l'esprit public, aussi bien que dans les différents champs du savoir, le nom Afrique renvoie à une sorte d'arbitraire primordial, celui des désignations auxquelles rien en particulier ne semble devoir répondre, sinon le préjugé inaugural dans sa régression infinie. Et donc, lorsqu'on prononce le mot Afrique, l'on suppose toujours, de manière générale, que le non-sens est déjà compris, déjà là, dans le mot même. Et que donc, dire l'Afrique consiste toujours à rentrer dans une régression infinie du présupposé, à bâtir des figures n'importe lesquelles au-dessus d'un vide. Je dis tout ceci, je lisais dans l'avion le texte de Raymond Roussel. Roussel a écrit un certain nombre d'ouvrages, dont un intitulé « Impression d'Afrique ». Et Raymond Roussel est un auteur qu'aimait beaucoup Michel Foucault. Raymond Roussel, dans ses Impressions d'Afrique, il dit, et je le cite, « Il suffit, s'agissant de l'Afrique, il suffit de choisir des mots ou des images presque semblables, d'y ajouter des images et mots pareils, mais pris dans des sens différents, et l'on finit toujours par retrouver le compte dont on avait déjà, de toutes les façons, connaissance. » Voilà comment Roussel décrit, disons, en une phrase, ce que j'essaie d'élaborer en plusieurs. Et donc, ce que je veux dire, c'est que lorsque l'on s'efforce de penser l'Afrique, non pas nécessairement à partir du continent, mais dans le mouvement, en tout cas dans mon cas, qui consiste à aller et venir, voilà un certain nombre d'impasses auxquelles on est confronté, ou en tout cas un certain nombre d'impasses que je m'efforce à mon petit niveau de garder à l'esprit. Ces impasses, il est possible, sinon de les surmonter, du moins d'en minimiser les effets pervers. Encore faut-il être disposé à sortir des territoires académiques établis, des calculs institutionnels ou disciplinaires classiques, et d'une représentation académique de la recherche organisée dont l'unique fonction est de reproduire les pesanteurs réglées. Encore faut-il passer par des voies obliques et transversales afin précisément de mettre en communication des domaines que l'on sépare généralement. C'est pour cela que je n'ai pas, Saïd et Alex et les autres, beaucoup aimé le sous-titre que vous m'avez assigné, Enjeux pour la science politique, parce que, si vous le voulez, la science politique, écoutez, non, vous comprenez ce que je veux dire. Parce que les enjeux, ce n'est pas vraiment pour la science politique. Les enjeux sont ailleurs, en tout cas, pour ce qui me concerne, si tant est que la science politique fait partie de ces calculs institutionnels dont la fonction est de reproduire ce que j'appelle les pesanteurs réglées. Je crois donc que pour penser la situation historique contemporaine, il faut absolument rompre avec les modes de pensée et les principes hérités de l'époque des systèmes. Et je dois vous dire que sur le continent même, cette tâche n'a pas encore été accomplie. Il faut en sortir en réactivant ou en réanimant des catégories dites classiques,
en les ajustant, si possible, à des objets nouveaux, et Dieu sait qu'il y a en Afrique des objets nouveaux, en les mettant constamment à l'épreuve de situations qui peuvent paraître inédites ou spécifiques. Je suis convaincu pour ma part que toutes les disciplines des sciences humaines, et pas seulement les sciences politiques, devraient trouver en Afrique des formes et une urgence nouvelle. J'insiste sur cette question de l'urgence. Et je reviendrai tout à l'heure sur cette thématique de l'urgence. Ainsi, par exemple, il est possible de développer, à partir de l'Afrique, une critique politique faite d'objets nouveaux, d'incursions expérimentales dans des domaines inexplorés, mais une critique politique qui, parce que dynamique, requiert un rapport étroit à la philosophie, à l'histoire, à l'anthropologie, à la littérature, à la musique, voire la psychanalyse. Mais pour faire de l'Afrique un lieu de provocation intellectuelle, un espace d'invitation à l'exploration, un lieu de stimulation pour ceux et celles qui veulent s'orienter dans des directions nouvelles, il nous faut tourner le dos au type d'exercice qui ne consiste qu'à dire une fois de plus ce que l'Afrique est ou ce qu'elle n'est pas. Lorsque vous examinez ce qu'on pourrait appeler la bibliothèque africaine, l'ensemble des connaissances dont nous disposons, connaissances entre guillemets dont nous disposons sur le continent, bien sûr il y a des exceptions, mais la plus grande partie se pose ces deux questions. Qu'est-ce que c'est que l'Afrique? Qu'est-ce qu'elle n'est pas? De quoi manque-t-elle? Il faut changer de perspective et il s'agirait alors de réfléchir plutôt sur le monde de notre temps, mais à partir de l'un de ces nombreux doubles. Et Jean-François a écrit un livre récemment, Le gouvernement du monde. Moi, j'aimerais bien écrire un livre, Le double du monde, ou Les doubles du monde. Et donc l'idée serait d'articuler une réflexion sur le monde, mais une réflexion qui parte d'un de ces nombreux doubles, l'Afrique étant un de ces doubles, l'Afrique étant l'une de ces nombreuses faces ombreuses. Le terme face ombreuse vient ici de Jean-Pierre Vernant, qui, dans un texte dont le titre m'échappe en ce moment, étudie la figure du colossos en Grèce antique. Le colossos, c'est cette espèce de figure massive que l'on plante au milieu d'une tombe dont la dépouille n'existe pas. La dépouille, elle est ailleurs. Le colossos fait figure de substitut du corps absent. Et c'est ce qu'il appelle la face ombreuse du vivant. Donc la question ici n'étant point ce que le monde peut faire pour l'Afrique, mais plutôt comment une réflexion critique sur l'Afrique permet de lire le monde avec des yeux, sinon nouveaux, du moins à partir d'une autre optique, de dire au sujet du monde 2 ou 3 choses que l'on ne peut concevoir et dire qu'en partant de l'Afrique certes, mais aussi en prenant au sérieux le tissu de relations entre celle-ci et les mondes autres. Voilà pourquoi, Saïd, mon projet n'est pas de savoir comment se tenir debout tout seul, ce que vous disiez tout à l'heure, parce que l'on ne se tient pas debout tout seul, je crois qu'on se tient toujours debout avec les autres. Voilà moi ce qui m'intéresse dans la conjoncture actuelle. Et c'est ce qui me pousse à accorder
la priorité aux questions, j'appelle, névralgiques, à ce que je viens d'appeler l'urgence. Des questions limites dont on peut juger, du moins je l'espère, qu'elles méritent d'être réveillées, précisément pour que soit manifesté ici et maintenant ce que l'Afrique offre de force de provocation à la pensée contemporaine. Donc après ce long préambule, mais je crois qu'il valait la peine d'y insister, vu la thématique qu'il m'a été demandé de développer, je voudrais à présent dire 2 ou 3 mots au sujet de ce qui, moi en tout cas, m'apparaît comme l'une des questions névralgiques de la vie politique africaine en ce début du siècle. Et je vais en parler non pas à la manière d'un sociologue, pas que je ne respecte pas les sociologues, mais je ne veux pas parler de cette manière. Je vais en parler comme ce qui s'impose à la pensée sur l'Afrique comme une urgence presque absolue. Je voudrais dire que l'une des questions centrales de la vie politique dans l'Afrique d'aujourd'hui est la question de la vie. La question des rapports entre le pouvoir et la vie. La question de ce que le pouvoir a fait de la vie. C'est la critique non pas de la vie dans l'abstrait, mais de l'ensemble des actes politiques qui autorisent de dire « je vis » ou « je suis vivant » ou « j'ai survécu ». Je voudrais développer, il faudrait tout un séminaire dont ce que je vais dire, c'est quelques fragments qui permettent de nouer une conversation. Je suis frappé par le fait que, disiez, j'étudiais ici, je suis allé aux États-Unis, je suis rentré en Afrique, je suis allé en Afrique du Sud. Et je me suis remis à lire les archives de la pensée africaine. En fait, j'ai commencé à le faire lorsque je me suis retrouvé aux États-Unis et qu'il m'a fallu faire sens de la présence des gens d'origine africaine dans le Nouveau Monde. Ici, grâce au maître que Saïd vous avez évoqué, j'avais eu la chance de fouiller dans les archives de la bibliothèque européenne, occidentale, si vous le voulez. Et j'ai continué ce travail lorsque je suis allé à Dakar et surtout lorsque je suis arrivé en Afrique du Sud. Et je me suis rendu compte d'une chose tout à fait simple, que vous regardiez la littérature, la philosophie, la théologie, les arts en général, surtout la musique, mais aussi la peinture, la sculpture plutôt, vous vous rendez compte d'une chose. La pensée africaine aura passé l'essentiel de son temps, ses efforts, depuis au moins le 19e siècle, à réfléchir à une chose. Qu'est-ce que la vie ?